fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Nous le disions tout à l'heure, les eaux continuent de monter dans la localité de Loum, département du Mungo, région du littoral. Des inondations qui font donc craindre le pire. Pour l'exécutif communal de cette localité, les raisons de ces inondations sont à trouver dans l'incivisme des populations, un exécutif qui menace d'ailleurs de sévir. Le reportage de Jacquino Moulon et Eric Martial Ndjomo. Des eaux à perte de vue dans divers quartiers de Loum. D'un pluie plus que capricieuse tombe sans repli. La vie s'est quasiment arrêtée pour de nombreux habitants obligés de se cloîtrer chez eux et de contrôler le flux des eaux. Cette situation, selon certains, est due à l'incivisme des populations qui, pour certaines, ont bâti leurs maisons sur les drains et pour d'autres, contribuent à boucher les rigoles, caniveaux et rivières. Ceux qui construisent des maisons tout autour, en achiquement, ils ne respectent pas les marges. Ils jettent tout dans l'eau. Peu soit à quelque part là, qui a entrecoupé carrément une grande partie de ce cours d'eau. Alors ça fait que quand l'eau arrive, des grandes pluies comme celle-ci, les gens qui sont tout autour ne peuvent pas respirer parce que c'est fermé. Depuis le haut, sur un côté décide, un sens décide que bon, ne versez pas la saleté. Pendant que vous, sur place, vous ne versez pas, la saleté vient d'en haut. Et ça bouche les caniveaux. Ce phénomène est à l'origine des maisons construites ici dans Benankale. Tout cet endroit est bloqué par les maisons de nos gens. Ils ont inséré la maison et il y a eu masse d'eau. Et alors c'est ça qui apporte l'inondation. Pourtant, la mairie du coin a aménagé quelques rigoles pour faciliter le passage des eaux. Plus encore, des messages sur certaines enseignes appellent au civisme des uns et des autres, d'où les actions coercitives envisagées par la mairie du coin. Tous ceux qui s'amusent à construire sur les drains, à construire sur les endroits à risque, à verser les ordures dans les caniveaux, dans les rivières, je crois que prochainement, ils entendront parler de monsieur le maire. En attendant de quelconques sanctions ou d'éventuelles interventions, les populations touchées continueront à vivre les pieds dans l'eau, du moins jusqu'à la fin de la saison des pluies. Nous le disons également tout à l'heure, rentrée scolaire 2015-2016. Plusieurs enfants ont une rentrée scolaire incertaine à Fondena. C'est un quartier de la ville de Yaoundé. C'est que la plupart des parents rencontrés dans ce quartier disent ne pas être prêts, faute de moyens financiers. Nos reporters Ike Cyril et Élisée Borgba sont descendus en Fondena ce lundi. Voici le reportage. Fondena, l'un des quartiers populeux de la cité capitale. En cette matinée, l'heure est aux tâches ménagères dans cette famille. Le sujet sur la rentrée scolaire qui approche à pas de géant n'est que difficilement abordé ici. Pour moi, c'est encore très dur parce que mes petits beignets que je fais là, ça ne passe même pas. Je ne sais même pas comment les enfants vont même aller à l'école cette année. C'est très dur pour moi. Dans cette autre famille, l'on est pour l'instant préoccupé par les travaux de réfection de la maison, en attendant de trouver des moyens pour envoyer le fiston à l'école. Son père est encore en train de se battre. J'espère quand même que d'ici, avant la rentrée, il aura un peu d'argent et puis on va aller acheter même les fournitures scolaires. Si le nombre d'enfants à inscrire diffère selon les familles, le problème quant à lui reste le même. J'ai 3 enfants qui vont fréquenter cette année. Il y a nurserie, il y a classe 3, il y a form 4. Mais je ne suis même pas encore passée à l'école même pour prendre la liste des livres parce que ça ne donne pas. Dans certains ménages à Yaoundé, il y a des femmes devenues veuves par la loi de la nature. Elles devront supporter seules la charge d'envoyer leurs enfants à l'école. Papa, c'est fort. Je suis une veuve. Mon mari est mort depuis le 6 mai 2010. Il m'a laissé avec les enfants. Même ma mère qui m'aidait pour les enfants là, elle-même elle est morte. Je suis sur les enfants là seule. Je ne sais pas comment je vais faire. Ce matin même, je me suis mis à genoux devant Dieu. J'ai dit à Dieu que ouais, c'est papa. Est-ce que les enfants s'y vont aussi aller à l'école comme les autres qui ont aussi des pères? Parce que où ils sont là, je ne sais pas, je n'ai personne. J'ai dit à celle-ci aujourd'hui que fais sortir même ta tenue, tu commences à laver parce que je ne sais pas comment je vais faire. De là à penser que la rentrée qui approche est un cauchemar pour les parents, il n'y a qu'un pas. Même un bic, je n'ai même pas encore acheté parce qu'il n'y a pas encore d'argent. Même 2 jours avant la rentrée scolaire, je vais passer au lycée. Vraiment, si on pourrait même prolonger la rentrée, même si on prolonge, je ne sais pas. Je ne sais pas si ces enfants vont aller à l'école. Plus que quelques jours et les carillons de la rentrée scolaire vont sonner. Dans certaines familles à Yaoundé, c'est encore le clair-obscur.
L'argent est ce qui manque le plus pour envoyer les enfants à l'école. Et voilà donc pour ce qui est de ces difficultés liées à la prochaine rentrée scolaire. Et toujours parlant de rentrée scolaire, la vague de passation de services dans les établissements se poursuit. Strict respect des textes, esprit d'équipe, lutte contre les effectifs pléthoriques. Ce sont là quelques recommandations faites par le délégué départemental du Vouri au nouveau responsable du CES de la cité SIC, c'est à Douala. La cérémonie de passation à cet effet a également permis de constater que cet établissement souffre d'infrastructures désuètes. Georges Mitterrand-Dame et Julien Gay pour le reportage. Voici la servitude qui sépare les différents bâtiments du CS de la cité SIC de Douala. L'établissement scolaire, qui existe depuis quelques années, manque d'infrastructures adéquates. Des salles de classe sont construites sur des aires qui jouxtent des maisons d'habitation et débouchent dans les quartiers. La seule barrière de sécurité est un assemblage de bois érigé devant les salles de classe. Les responsables n'hésitent pas à décrier cette situation. Le problème essentiel, c'est celui de la sécurisation du site, parce qu'il est ouvert sur le quartier, il faut le sécuriser et je crois que les mesures ont été prises et seront mises en application. Comme vous le constatez, c'est un établissement particulier. La particularité étant qu'il est étendu il se trouve sur plusieurs sites. Déclaration faite au cours de la cérémonie de passation de service entre la désormais proviseure du lycée de l'Opom 2, Massoma Ekwala, épouse Tekemart, et Caroline Nouma, précédemment censeur au lycée d'Aqua. Le délégué des enseignements secondaires recommande à cette dernière le strict respect des textes concernant la limitation des effectifs par salle. Nous demandons aux nouveaux responsables de travailler dans l'esprit des tests, de respecter les tests en vigueur, de rassembler et non de diviser et d'apporter sa nouvelle touche. Parce que nous avons pression pour essayer de s'armer contre l'insécurité et contre la lutte contre Boko Haram. Dans l'ordre de la circulaire, des instructions fermes seront données à tous les chefs d'établissement parce qu'ils devront prendre certaines dispositions pour lutter contre cette insécurité. Caroline Nouma, qui prend les commandes du CS de la cité-ci, promet de mettre un accent particulier sur la qualité des enseignements et le respect de la discipline. Autre chose, à présent, la région du Nord-Ouest en proie au délabrement de ses routes, une situation qui a poussé le courroux de Nidjan Fundi, le leader du SDF, est monté au créneau pour appeler les populations au boycott des frais de péage, le dit Babadjou. Retour sur cet épisode fallacieux avec Sam Severango et Edni Dimont. Le chairman du SDF est en colère contre la gestion qui est faite des fonds hérités du péage sur les réseaux routiers qui relient le Cameroun à la région du Nord-Ouest. Depuis les tristes événements observés sur les trajets, notamment au lieu dit Babadjou, où la circulation est fortement perturbée du fait du mauvais état de ce qui tient lieu de chaussée, John Fundi est descendu lui-même sur le terrain, non seulement pour constater la réalité de ce désastre, mais également pour appeler les populations environnantes à ne plus verser les frais du péage à cet endroit. L'homme politique qui avait déjà à l'époque encouragé ses compatriotes installés sur ce tronçon à s'acquitter de cette obligation afin de permettre le bitumage de cet axe, s'offusque aujourd'hui de constater qu'après plusieurs mois, la situation n'a guère évolué. Au contraire, la route ici s'est davantage dégradée et désormais le leader du SDF incite à l'incivisme, comme pour bien se faire entendre. L'affaire pourrait alors connaître un nouveau retentissement avec l'implication au plus haut niveau de cette formation politique, obligée d'endosser cette responsabilité au nom des ressortissants du Nord-Ouest qui finalement se sentent marginalisés à cause des lenteurs observées dans l'exécution des travaux d'aménagement de la route en question. Mais alors à quel niveau se situe exactement la responsabilité du gouvernement dans l'attribution du marché qui aurait pu conduire à la finition de cet ouvrage? On ne le saura peut-être pas de sitôt, en l'absence de toute nouvelle indication venant du ministère des Travaux publics. Et jusqu'où peut aller le leader John Fundi dans cette revendication qui porte en elle, par ailleurs, les germes d'une déflagration au plan social? En filigrane, des observateurs peuvent percevoir une grogne quasi effective émanant de séparatistes anglophones qui souhaiteraient voir arriver réellement le développement dans cette partie du pays.
Le SDF en cela voudrait tenir le flambeau. Et signalons donc à la fin de votre reportage, Sam, que la sortie du leader du Social Democratic Front intervient après celle du gouverneur de la région du Nord-Ouest qui avait déjà ordonné le libre passage au péage de Santa. Dans la suite de l'actualité, la mise sur pied des forêts communales, j'y arrive, intéresse les autorités du département du Nion-et-Kélé. Au cours d'une rencontre avec les représentants de l'Union européenne, ces autorités ont dit leur volonté de mettre sur pied ce type de forêt pour, entre autres, lutter contre l'exploitation illégale du bois dans cette partie du pays. Le reportage de Joël Niem et Sandrine Yamga. Voici la forêt communale de Ngok-Mapoubi dans le Nion-et-Kélé. Le bois ici est un produit prisé, non pas seulement par les villageois, mais par des inconnus qui arrivent, coupent le bois et s'en vont. Dans le village Missé, situé à 7 km de Bout-Makak, les populations estiment être abusées par ces exploitants. J'avais remarqué qu'il y avait des planches entassées sur la cour d'un voisin. Et j'ai demandé la provenance du bois. Mes oncles m'ont fait comprendre que ce bois est coupé dans tous les regroupements du village. Et surtout aussi sur notre terrain. Je leur ai aussi posé la question de savoir à combien s'élevait la négociation. Ils devaient couper, ils devaient offrir des troncs d'arbres. Et après la coupe, on devait se partager l'argent. Et ces messieurs leur avaient proposé 100 francs la planche. Vraiment, je vous dis, c'est très grave, la coupe anarchique du bois. Lorsqu'ils coupent même le bois comme ça, ils n'arrangent même pas les routes. Là où nous habitons dans la forêt, nous avons une piste qui n'a même pas été aménagée par ces coupeurs de bois anarchiques. Leurs camions, leurs plateaux venaient chercher du bois là-bas. Pourtant, le Cameroun gagnerait à mettre à profit son massif forestier avec la ratification des tests sur la question. Il vise entre autres également aussi à développer les activités d'observation indépendante du secteur forestier pour éviter de voir se développer des activités forestières illégales. Nous, en tant qu'Union européenne, nous essayons de promouvoir la bonne gouvernance dans le domaine forestier. Nous avons effectivement un plan d'action qui est nommé plan d'action FLECT, avec un accord que le gouvernement du Cameroun a signé et ratifié en 2011, qui vise à légaliser le secteur forestier au Cameroun. C'est donc pour nous un engagement très important que le Cameroun a pris en matière de renforcement de la gestion et de la gouvernance du secteur forestier. Les autorités du département du Nion-et-Kélé comptent mettre sur pied d'autres forêts communales pour encadrer l'activité forestière et partant l'exploitation du bois dans cette localité. Le Cameroun compte 30 forêts communales au total et l'exploitation illégale du bois dans cet espace reste un épineux problème. Dans un tout autre registre, la crise grecque devrait servir de leçon à un pays endetté comme le Cameroun. C'est l'avis du docteur Eric Martial Ouonangini. L'enseignant-chercheur vient d'animer une conférence débat à Yaoundé au sujet de cette crise, conférence à laquelle a également pris part Marcelin Ganson. Reportage. Bien qu'elle secoue un pays européen, la crise que connaît la Grèce parle au Cameroun, dont le niveau d'endettement fait jaser depuis quelque temps. La Grèce est aujourd'hui confrontée à la question de l'austérité, c'est-à-dire de l'ajustement structurel qui avait été posé pour les économies africaines, latino-américaines ou moyen-orientales à partir des années 1980. Nous avons également intérêt à suivre ce qui se passe parce qu'il s'agit quand même d'un pays qui est encore membre de la zone euro. D'autant plus qu'au niveau technique, les critères de gestion de la zone euro inspirent largement les critères de notre zone à travers notamment la BEAC. Ce n'est donc pas une surprise si la question de l'endettement grec anime les débats dans les chaumières. L'enjeu est de comprendre la géopolitique de l'endettement grec, mais également sa gestion financière, aussi bien sous l'angle économique que politique. Ces leçons ont particulièrement trait à la nécessité d'une certaine cohérence et d'une certaine discipline dans la gestion des finances publiques.
Autrement dit, l'une des prescriptions du néolibéralisme global, celle d'avoir une gestion équilibrée, est une préoccupation qui a du sens. Maintenant, il faut également tenir compte quand même du fait que la gestion des sociétés, et particulièrement des sociétés étatiques, ne se limite pas simplement à des exigences financières et comptables. C'est un jeu qui valait la chandelle, puisque les débats ont permis à la lumière de jaillir. Celle qui donne les clés de la compréhension, de la maîtrise et de la soutenabilité de la dette publique. Il était donc important que les auditeurs du programme supérieur de spécialisation en finances publiques, qui sont par ailleurs conseils dans leurs administrations respectives, notamment les administrations publiques camerounaises, puissent s'approprier ces différentes dynamiques, ces différents enjeux internationaux qui leur permettront de mieux conseiller les responsables des programmes économiques camerounais dans la prise de décisions en ce qui concerne la maîtrise et la soutenabilité de la dette publique au Cameroun. Le débat a cours, alors que le niveau d'endettement du Cameroun va cumuler à 1700 milliards de francs CFA en 2015. Les experts en économie et en finances publiques s'en inquiètent, alors qu'au ministère des Finances, le taux d'endettement actuel de 22% est jugé soutenable. Le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari vient d'effectuer une descente sur les principaux chantiers de la mise en route de la télévision numérique terrestre. Une visite, il faut le dire, qui se déroule au moment où une controverse entoure la gestion de cet important projet. Emmanuel Diop et Guizogo. Le chantier de la télévision numérique terrestre se poursuit. Le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari s'est donc rendu sur le terrain pour mesurer l'avancée des travaux. D'abord au siège de la CRTV, en présence du directeur général de cette chaîne de télévision, Amadou Vamoulke. Puis au centre de diffusion de Mbankolo. Le Cameroun a basculé le 10 juillet. Mais ce basculement s'est produit dans une entente parfaite entre la CRTV, qui initialement avait acquis 2 émetteurs expérimentaux, et Stata, qui s'est engagé à accompagner le Cameroun. Quant à la phase technique du basculement à la télévision numérique terrestre, elle est aussi source d'optimisme au ministère de la Communication. Le système de diffusion dans la cette phase fonctionne avec 12 chaînes de télévision, souvent une puissance qui est prévue de 2,5 kW dans l'effectif, et dans une zone de couverture qui fait à l'environ de 60 km. Donc aujourd'hui, il y a cette diffusion qui est disponible, ces signaux numériques sont disponibles à Douala et à Yaoundé. Sur l'aspect concernant la Cameroun Digital Television Project, CAMDTV, qui conteste au ministère de la Communication la latitude de mener le processus de transition à la TNT, le ministre de la Communication a invoqué les instructions de la hiérarchie et la loi. Les textes organiques du ministère confère au ministre de la Communication la responsabilité de l'organisation de la communication, mais il est surtout responsable de l'audiovisuel. La loi également, ma hiérarchie m'a instruit que 80% de la population nationale soit couverte. Ainsi donc, au ministère de la Communication, le train de la TNT est définitivement en marche. Après Yaoundé et Douala, le chronogramme prévoit pour la suite l'arrimage de Bamenda et de Garoua. Cap à présent à Bertoua, dans l'est du pays, où la communauté centrafricaine vient de recevoir un important don. Il s'agit de 19 camions de farine, de l'huile végétale, entre autres. Le don est un appui de la Fédération suisse, réceptionné à Bertoua par le gouverneur Dieudonné Ivahadiboua. Le compte-rendu de Benjamin et Sam. La région de l'Est compte à ce jour plus de 180 000 réfugiés centrafricains. On les retrouve dans les départements du Lomé Djerem, la KDI et la Bumba Ngoko. Depuis le début de cette crise, l'on a pu réaliser la solidarité des ONG, organismes et même de certains particuliers en faveur de ces personnes en détresse. La Fédération suisse n'est pas en reste, elle qui vient de convoyer 19 camions contenant des farines et des huiles végétales pour les réfugiés centrafricains et toutes les autres populations impactées. Ces camions, n'est-ce pas, sont constitués des cartons d'huile d'environ 400 huiles et farine.
430 plus 110, donc à peu près 510 tonnes d'aliments qui viennent ainsi soulager les populations impactées et les réfugiés qui sont un peu en détresse dans notre région. Le gouverneur de l'Est qui a réceptionné ces colis indique que 10 autres camions sont en route et ne tarderont pas à rejoindre les 19 autres pour les destinations bien connues. Les camions vont ainsi en direction, n'est-ce pas, de Darwaboulaye, de Betareoya, de Ngoura, de Manjou, donc au niveau de Bertois même, puis d'autres groupes iront au niveau de Batouri pour servir Kété, Kenzou, Ouli. Et enfin, une autre poignée ira à Yokadouma pour servir Garigombo, peut-être Mboy et Libongo. Pas d'inquiétude cependant sur le contenu réel de ces camions bien scellés. Les farines et les huiles, nous avons des documents et puis les camions sont scellés. Donc on procède à lever des scellés au déchargement dans les sous-comités départementaux. Nous avons fait une répartition, n'est-ce pas, sur pièces, les sous-comités départementaux qui vont donc décharger. Des produits alimentaires qui apporteront à coup sûr du reconfort aux réfugiés centrafricains de l'Est. Toujours à l'est du pays, un an après sa nomination, le nouveau délégué régional d'Elections Cameroun prend enfin fonction. Zangué Marguerite s'est vu assiégé comme mission principale l'intensification des inscriptions sur les listes électorales. Une fois de plus, Benjamin Essam pour les détails. Madame Zanguemba Marguerite avait été nommée le 19 juillet 2014 comme déléguée régionale d'Elecam. Jusqu'ici, elle n'avait jamais pris fonction à cause des démêlés qu'a connu Elections Cameroun. Abdoulaye Babalé, directeur général des élections, estime que Madame Babio est la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Elle devra cependant relever les défis majeurs qui s'ouvrent à elle dans l'accomplissement de sa tâche. Renforcer la cohésion qu'elle a déjà réussi en quelques jours de mettre en place. Renforcer également la collaboration entre Elections Cameroun et tous ceux qui interviennent dans le processus électoral. Augmenter le nombre d'inscrits au cours du mois d'août qui se termine en même temps que l'arrêt des inscriptions au titre de la révision des listes électorales en année 2015. Madame Baboua bénéficie pour cela d'une riche et longue expérience pour avoir servi à Elecam comme chef d'agent départemental de la KDI à Batouri. À 56 ans sonnés, Madame Baboua devra tenir compte de l'environnement socio-politique de l'Est dont elle est originaire, mais surtout, elle restera à l'écoute de ses collaborateurs. En santé, la naissance il y a quelques jours des bébés siamois à Bamenda nous amène ce soir à nous intéresser à ce sujet. Eh bien, les spécialistes disent que ce type de bébé est la résultante d'une malformation congénitale. Des spécialistes qui affirment également que les bébés nés à Bamenda ont tout au plus 6 mois pour bénéficier d'une éventuelle séparation. Flavien Dongo. Ces deux enfants sont inséparables depuis leur naissance. Les spécialistes de la santé soulignent qu'ils sont siamois. Vous avez deux enfants issus d'un même œuf, d'un même embryon, qui devrait normalement donner deux embryons, qui se retrouvent avec deux embryons, mais certains organes sont accolés. C'est une malformation, essentiellement. Leur état actuel découle de ce que certains qualifient de malformation congénitale. J'ai l'impression, en voyant vos images, que le système urogénital n'a pas été séparé. Or, il est essentiel à la vie. Les gynécologues relèvent que ces enfants ont jusqu'à 6 mois pour bénéficier d'une éventuelle séparation. Mais il faut une batterie d'examens au préalable. Il faut faire des examens poussés pour se rendre compte, confirmer, s'assurer que les organes génitaux urinaires des deux enfants existent et qui peuvent être séparés. On peut explorer jusqu'à 6 mois sans problème. Si, du point de vue vital, ils vont très bien. Il faut que chacun puisse avoir un organe qui lui appartient entièrement, qui est différent de son jumeau. Si c'est au niveau du sexe, il sera très difficile de les séparer, parce qu'on ne peut pas priver l'un des deux de ses organes génitaux urinaires. Vous comprenez bien que ce sont des organes de survie. S'ils ont 4 reins, c'est possible.
On va les séparer en donnant à celui dont le système n'est pas complètement développé, lui donner par exemple un autre système urinaire différent. Selon les médecins, la plupart de ces cas sont gérés s'ils sont découverts à temps. D'où l'importance pour les mamans de respecter le planning des consultations prénatales. Sortir de cette étape nécessite d'énormes moyens financiers. C'est dire qu'il y a néanmoins de l'espoir en pareille situation. Et on le disait également en titre en sport, un air d'effroi souffle sur le football national. 4 joueurs de la Ligue 1 et Ligue 2 sont décédés en l'espace d'un mois. Les clubs portent le deuil et les amateurs du foot tremblent. Les précisions avec Eric Ouattat et Hervé Kenyé. Le monde du football professionnel camerounais est sous le choc. 4 joueurs décédés en un mois, presque un record. Jamais le championnat national d'élite n'avait enregistré autant de décès en une période donnée de la saison sportive. Dans ce registre dramatique, Dynamo de Douala se taille la part du lion. 2 joueurs décédés en l'espace de 2 semaines. C'est d'abord le gardien de but Mbor Ferdinand qui a quitté la terre des hommes, emporté par une maladie qui l'avait éloigné définitivement des terrains de football. Ce week-end, son coéquipier Oben Angon, qui a participé activement au match du club en championnat de Ligue 2, samedi au stade d'unification de Douala Bepanda, suite à un choc violent, a été arraché à la vie. Malgré les premiers secours des médecins, le joueur ne se relèvera plus. Tant que la langue est contrôlée, c'est bon. Quand la langue chute, ça veut dire que la voie aérienne n'est pas contrôlée. Si Dynamo de Douala est amèrement touché par cette vague de décès, la Ligue 1 n'a pas été épargnée. Djalakwan Sport Academy de Limbish était le premier club à essuyer cette série noire avec la mort de son joueur Ndjok. Puis UMS de Loum, dont le joueur Tenkam a trouvé la mort dans un accident de circulation. Ce qui porte à 4 le nombre de décès dans la sphère du football qui tremble. Cette situation dramatique hante les esprits. Joueurs, entraîneurs, dirigeants, désespérés, sont dans le doute. Et toujours en sport, 3 mois après leur dernier match, les Lions indomptables du Cameroun vont reprendre du service. Cette rentrée s'effectuera le 6 septembre 2015 à Banjul contre la Gambie pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2015. En vue de ce match, Volkan Fink, l'entraîneur des Lions, a convoqué 23 joueurs. Ce sont presque tous des anciens de la tanière. Le seul nouveau visage a pour nom André Onana, gardien de but de l'Ajax d'Amsterdam. On note aussi le retour de certains habitués comme Sébastien Basson, Joël Matip, Choupo Moting. La liste complète de ces convocations est à suivre donc dans nos émissions spécialisées telles que 100% foot qui démarre juste après ce journal. Mais avant, en publie information, le projet d'extension et de modernisation de la Sonara avance à grands pas. L'entreprise citoyenne présente fière allure tel qu'ont pu le constater donc les visiteurs du dernier salon de l'action gouvernementale. Reportage. Comme en 2014, la Société nationale de raffinage marque sa présence au salon de l'action gouvernementale. Il faut déjà noter que dans le cadre de la visibilité de notre entreprise, nous profitons des salons et des forums pour pouvoir mieux s'exprimer. Parce que la Sonara est cette entreprise-là que le Camerounais ne connaît pas assez. Parce que le Camerounais a des préconçus concernant la Sonara, que c'est une entreprise qui est fermée, qui n'est pas ouverte. Alors nous profitons de ce salon maintenant pour pouvoir communiquer sur la Sonara d'abord et sur le projet d'extension et de modernisation en cours au sein de l'entreprise. Le stand de la Sonara se dresse majestueusement à l'entrée du site du Sago et accueille des visiteurs assoiffés de connaissances sur la vie de cette entreprise dont la mission principale est de raffiner le pétrole brut en produits pétroliers finis. Dans le cadre de l'aménagement de notre stand, il a été question de mettre directement en valeur l'activité, les produits que nous mettons sur le marché. Ensuite, nous avons pensé aussi à mettre en visibilité le projet d'actualité que nous avons au sein de notre entreprise, qui est le projet d'extension de modernisation de l'entreprise. Il a fallu aussi qu'on montre aux Camerounais avec des images
comment est-ce que nous réalisons des actions sociales, des dons aux établissements, des dons pour les hôpitaux, l'accompagnement des personnes défavorisées, handicapées. Il y a aussi le volet sécurité, parce que nous avons tenu à avoir sur notre stand des inspecteurs. Nous avons toute une unité de pompiers en interne. Nous avons mis en exergue leur tenue. La Sonara est engagée depuis 2010 dans un vaste et ambitieux projet d'extension et de modernisation de ses installations. Sa participation au SAGO 2015 permet d'apprécier les avancées enregistrées depuis lors. L'augmentation des capacités au niveau d'une distillation atmosphérique en vue de passer de 2 100 000 tonnes par an à une production de 3 500 000 tonnes par an. L'évolution du projet est actuellement à 86%. Les 14% qui restent permettent tout simplement de faire la réception mécanique et puis ce que nous appelons en termes techniques le commissioning. Au final, l'objectif c'est d'avoir toutes les unités déjà opérationnelles avec le 10 bacs déjà construits d'ici la fin de l'année. Nous avons aussi le parking de camions citernes qui a été construit évoluant d'un parking de 45 camions à 150 camions actuellement. Il est déjà opérationnel. Depuis l'ouverture du salon de l'action gouvernementale, le stand de la Sonara ne désemplit pas. Il attire du beau monde. Il y a ceux qui ne connaissent même pas ce que c'est que la Sonara, leur entreprise. Ils veulent connaître davantage, ils veulent connaître qu'est-ce qu'on fabrique à la Sonara, qu'est-ce que la Sonara fait, qu'est-ce que la Sonara fait même pour le public et qu'est-ce que la Sonara fait sur le social. Donc nous expliquons à tous ces gens-là que Sonara fait de la responsabilité sociétale, Sonara fait plusieurs choses, Sonara aussi soutient le SAGO d'une manière indirecte. Créée le 23 mars 1973, la Société nationale de raffinage vise les 3 500 000 tonnes de production par an. De quoi satisfaire le marché national et pénétrer sereinement la CEMAC, la côte ouest africaine et les États-Unis. Ce bout du tunnel est pour bientôt. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal sur Equinox Télévision. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous.